Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçu. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe,
car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Véronica Tolénard, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ? Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige.
Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface.
Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les -43°C. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. La plus grande région volcanique sur Terre n'est pas en Afrique ni au Japon, mais sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert 138 volcans dans sa partie occidentale, et si jamais ils se déchaînent, vous le remarquerez sûrement. Ils pourraient y faire fondre d'énormes quantités de glace qui se déverseraient dans l'océan, en augmenteraient le niveau et rendraient notre planète inhabitable pour les humains. Mais avant que vous ne fassiez vos bagages pour vous envoler vers une autre planète, écoutez-moi. Actuellement, seulement 2 des volcans de l'Antarctique sont officiellement classés comme actifs. Et il faudrait toute une série d'éruptions, décennie après décennie, pour qu'ils aient un impact sérieux sur le monde entier. Le mont Erebus, l'un de ces 2 volcans actuellement en activité, porte fièrement le titre de volcan actif le plus austral du monde. Il est en éruption continue depuis au moins 1972. Il émet des panaches de gaz et de vapeur, et parfois, il expulse même des roches. Les scientifiques appellent ça des éruptions stromboliennes. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est un lac de lave, situé dans l'un de ses cratères sommitaux, avec des matériaux en fusion à la surface. De tels lacs sont assez rares, car certaines conditions sont nécessaires pour que leur surface ne gèle jamais. Le second volcan actif est l'île de la Déception.
une masse de terre en forme de fer à cheval. C'est la caldeira d'un volcan actif qui est entré en éruption pour la dernière fois il y a plus de 50 ans. Les scientifiques qui le surveillent disent qu'il ne devrait pas se réveiller de sitôt. L'Antarctique est également le théâtre de régulières fumerolles. Il s'agit d'émanations de gaz et de vapeurs volcaniques. Dans les conditions adéquates, les crevasses peuvent expulser suffisamment de matériaux pour ériger des tours de glace de 3 mètres de haut. Les scientifiques surveillent les volcans de l'Antarctique avec des sismomètres qui se mettent en marche lorsque la Terre commence à trembler à cause de l'activité volcanique. Parfois, ils utilisent également des technologies plus complexes, mais les opérations sont toujours difficiles en raison de la distance de cette région polaire et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour s'y rendre. C'est pourquoi personne ne peut prédire quand l'un des volcans du continent, actuellement endormi, entrera en éruption. Nous pourrions savoir à quoi ressemblerait un tel réveil si nous analysions ce qui s'est passé il y a près de 20 000 ans. Mais le faisons-nous? L'un des volcans endormis de l'Antarctique, le mont Takahe, a autrefois connu une série d'éruptions et émis une bonne quantité d'halogènes riches en ozone. Certains scientifiques disent que ces événements ont réchauffé l'hémisphère sud. Les glaciers auraient commencé à fondre, et cela aurait contribué à mettre fin à la dernière ère glaciaire. Pour que ces événements se répètent, il faudrait à nouveau une série d'éruptions avec émission d'halogènes provenant d'un ou de plusieurs volcans se trouvant au-dessus de la glace. C'est un scénario peu probable, mais comme cela s'est déjà produit dans le passé, ce n'est pas complètement impossible. Quant aux volcans cachés sous une épaisse couche de glace, on pense que leur gaz aurait du mal à atteindre l'atmosphère. Cependant, ils seraient suffisamment puissants pour faire fondre d'énormes cavernes et produire d'importantes quantités d'eau de fonte. La nappe glaciaire de l'Antarctique occidental est humide et n'est pas attachée à sa base. Cette eau de fonte agirait donc comme un lubrifiant et mettrait rapidement en mouvement la glace qui la recouvre. Le volume d'eau qu'un volcan de cette taille pourrait produire ainsi n'est rien comparé au volume de glace qui le surplombe. Ainsi, une seule éruption ne ferait pas de différence. Cependant, avec plusieurs éruptions de volcans situés près ou sous les grands courants de glace de l'Antarctique occidental, ce serait une autre histoire. Ces courants de glace sont des rivières qui transportent une grande partie de l'eau de l'Antarctique vers l'océan. Si elles modifiaient leur vitesse et apportèrent des quantités inhabituelles d'eau dans l'océan, son niveau monterait. À mesure que la glace deviendrait de plus en plus fine, il y aurait de plus en plus d'éruptions. Les scientifiques appellent ça un effet d'emballement. Un phénomène similaire s'est produit en Islande. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté lorsque les glaciers ont commencé à reculer à la fin de la dernière période glaciaire. Pour que des changements massifs se produisent, il semblerait donc que plusieurs volcans situés au-dessus de la glace et contenant des gaz riches en halogènes doivent devenir actifs dans un laps de temps assez bref et rester puissants pendant des dizaines voire des centaines d'années. L'Antarctique contient environ 80% de toute l'eau douce du monde. Et si toute cette glace fondait, le niveau global des mers augmenterait de près de 60 mètres. Et nous n'aurions plus qu'à chercher une nouvelle planète où vivre. Mais ce scénario est peu probable. Il est plus probable que des éruptions sous-marines lubrifient les flux de glace et envoient des masses d'eau dans l'océan. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Un supervolcan extrêmement puissant et furieux pourrait y parvenir, et cela s'est déjà produit par le passé. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a connu une transformation majeure, avec non pas une, ni deux, mais 4 éruptions volcaniques massives. La province magmatique centra-atlantique s'est trouvée en éruption continuelle pendant 600 000 ans. C'était à Wrangellia, une grande masse de terre et jadis un volcan supermassif s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Mais ce n'est ni la lave ni les cendres volcaniques qui ont dévasté l'environnement. L'éruption a fait exploser les niveaux de carbone. La planète n'a plus jamais été la même après ça. Cette activité volcanique aurait permis aux dinosaures de devenir les géants que nous avons découverts dans Jurassic Park. Elle aurait déclenché une saison des pluies de 2 millions d'années et rendu la planète chaude et humide. Les dinosaures ont adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches sédimentaires, sous un ancien lac en Asie pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes évidents de ces éruptions. Ils ont également pu confirmer les grandes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Cela aurait rendu l'atmosphère torride, et la pluie s'est mise à tomber abondamment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une autre éruption comme celle-ci pourrait se produire. Le supervolcan situé sous le parc national de Yellowstone dort depuis près de 70 000 ans.
Mais s'il se réveillait, ce serait bien plus catastrophique que l'éruption du mont St. Helens en 1980. On la considère comme l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis. Elle s'est produite après 2 mois de tremblements de terre et d'injections de magma, qui ont affaibli puis détruit toute la face nord de la montagne. La colonne éruptive s'est élevée à plus de 24 000 mètres dans l'atmosphère et a répandu des cendres sur 11 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Et la dernière éruption de Yellowstone fut 1000 fois plus grande que celle-ci. Le sol de Yellowstone repose sur un point chaud, composé de roches fondues et semi-fondues. Ce magma s'écoule au-dessous du parc, à environ 8 km de profondeur, et fait s'enfler le sol comme un ballon. Mais lorsque le magma refroidit, le sol retourne à son état habituel. Les volcanologues surveillent cette activité depuis un siècle. Ils ont remarqué que le sol s'était soulevé d'environ 25 cm il y a une vingtaine d'années, mais que depuis 2010, il redescendait. Les experts disent que nous n'avons pas à craindre de grandes éruptions prochainement. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Mais une certaine activité souterraine retient actuellement l'attention des scientifiques. Comme les humains n'ont pas été témoins de tout ce qui a pu se passer à Yellowstone, il est plutôt difficile de dire avec certitude ce qui se mijote là-dessous. Yellowstone a connu quelques grandes éruptions au cours des quelques derniers millions d'années. Elles se sont produites avec une grande régularité, avec des intervalles de 6 à 800 000 ans. La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et elle a véritablement remodelé tout le paysage, dispersant des cendres et des débris jusqu'en Louisiane. Il est toujours possible d'en voir les conséquences dans la caldeira de Yellowstone. Les experts disent qu'une éruption massive comme celle-ci est un scénario peu probable. Il est plus probable que nous assistions à des éruptions de vapeur et d'eau chaude ou, au pire, à des coulées de lave. Mais quand et avec quelle force cela se produira reste un mystère pour les scientifiques. Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes.
Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible ? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent ? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs.
Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers partout dans le monde augmenterait de près de 60 mètres. Un iceberg colossal, plus grand qu'une ville, s'est détaché de l'Antarctique au milieu de l'année 2021. Il est si gros qu'il est 40 fois plus grand que Paris et 73 fois plus grand que Manhattan. Imagine que tu sors de ta petite cabane de vacances sur la côte d'Afrique du Sud, près de la ville de Port Elizabeth. Tu as une tasse de thé à la main car tu viens de te réveiller. Tu te tiens près du bord de ton belvédère, le vaste océan Indien devant toi. Un élément bizarre attire ton attention. Sur la droite, tu vois une chose si monumentale que tu ne peux pas comprendre ce que c'est. C'est une plaque de glace géante de 91 mètres de haut et qui s'étend sur des kilomètres à perte de vue. Elle avance lentement, mais sans relâche, en direction des profondeurs de la mer. Si elle va assez loin, elle pourrait arriver jusqu'à la côte ouest de l'Australie. Un groupe de dauphins joue devant elle comme ils le font parfois à l'avant d'un navire. Pourtant, ils ne ressemblent qu'à des taches comparées à la taille du mammouth. Tu es tellement choqué que tu laisses tomber ta tasse. Tes yeux sont aussi gros que des assiettes. On se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que tu rêves? Tu vois des choses? Non, c'est le A76. Il est réel et il est actuellement en mouvement. Ce qui pourrait lui arriver, tout le monde peut le deviner. Les scientifiques ont quelques théories, mais commençons par nous faire une idée de sa taille. L'iceberg fait 177 km de long et 25 km de large. Il a essentiellement la forme d'un doigt gigantesque. Si tu te tenais sur la côte de Douvres en regardant à travers la Manche vers la France, l'iceberg serait presque aussi large. La Manche fait 34 km de large à son point le plus étroit. Cela signifie qu'environ 2/3 de cette distance serait remplie par l'iceberg. Et ceci, s'il pointait du doigt vers le bas, pour ainsi dire. S'il était orienté dans l'autre sens, il pourrait encore entrer dans la Manche, mais en se rapprochant des points les plus étroits, il se fracasserait sur les côtes de l'Angleterre et de la France. Il passerait au-dessus de la Terre, il glisserait sur les champs verts de l'Angleterre. La glace blanche contrasterait avec le vert vif. Il passerait devant les vignobles de France, il abaisserait temporairement la température de tout ce qui l'entoure. Ces raisins seraient comme des cristaux de confiture. Il passerait juste au-dessus des autoroutes et les voitures s'arrêteraient pour observer cette chose colossale comme un visiteur d'une autre galaxie. Tu pourrais en cueillir des morceaux pour ton verre pendant qu'il passerait. Sinon, tu pourrais monter dessus et faire de l'escalade sur glace juste dans la banlieue de Londres. Ce serait certainement pratique en été. Revenons à ce qui s'est réellement passé et ce que les scientifiques pensent qu'il va lui arriver. Au début de l'année 2022, A76 est l'iceberg flottant le plus grand du monde. Il s'est détaché de la plateforme de glace Filchner-Ronne en Antarctique à la mi-mai 2021. Le vélage de la glace, également appelé vélage des glaciers, est la rupture de morceaux de glace sur le bord d'un glacier. Elle s'éloigne alors de la masse de glace pour former une entité distincte. Si tu te trouvais dans les environs, tu entendrais beaucoup de craquements et un énorme grondement. Des blocs de glace allant jusqu'à 60 mètres se détacheraient et tomberaient dans l'eau. Cela causerait d'énormes vagues. Même les surfeurs aventureux ne voudraient pas s'attaquer à ces déferlantes. Le vélage de la glace est un événement naturel. La zone où A76 s'est détaché a connu peu de changements au cours des dernières décennies. Il y a eu des morceaux de glace encore plus grands que A76, mais celui-ci est actuellement le plus grand du monde. Les scientifiques du British Antarctic Survey, ou l'enquête antarctique britannique, l'ont repéré.
il existe des images satellites de son détachement capturées par le satellite Sentinel-1A de l'Agence spatiale européenne. La taille de l'iceberg au moment du vélage a été estimée à 4320 km². En ce moment, il se trouve dans la mer de Weddell, autour de l'Antarctique. La mer de Weddell fait partie de l'océan Austral. Elle a été nommée d'après le marin écossais James Weddell, qui a pénétré dans la zone en 1823. Les scientifiques estiment que la mer de Weddell possède l'eau la plus claire de toutes les mers. Imagine que tu puisses regarder dans ses profondeurs depuis un bateau. Quelle vue fantastique ça doit être! La région est pleine de baleines et de phoques. Lorsque tu regardes en bas, tu peux voir des orques, des baleines à bosse, de petits rorquals, des léopards de mer et des phoques crabiers. Et si tu regardes vers la terre ferme, tu verras probablement une colonie de manchots à Delhi. Il s'agit de l'espèce dominante de manchots dans cette région, car ils s'adaptent à cet environnement difficile. En fait, c'est le seul endroit au monde où ils vivent. Quel incroyable éventail d'animaux sauvages à observer, confortablement installés sur le pont du navire, tout en buvant une autre tasse de thé chaud. Il fait assez froid dans ces régions, en plus, tu es arrivé le premier. Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver à A76, les scientifiques se réfèrent à d'autres données comme un iceberg encore plus gigantesque appelé A68. Il s'est détaché de la plateforme de glace Larsen C au large de l'Antarctique en 2017. Bien que cela puisse être passionnant, quoique un peu intimidant, de penser qu'il a également remonté la Manche, A68 a flotté vers des mers plus chaudes et au début de 2021, il s'était pratiquement désagrégé. C'est une disparition relativement rapide. Certains icebergs ont été observés en train de flotter pendant 18 ans. Supposons qu'ils restent dans les eaux relativement froides. Tout dépend de l'endroit où A76 décide d'aller. Les satellites ont aidé les scientifiques à suivre ces déplacements monstrueux alors qu'ils passaient inaperçus auparavant. C'est ainsi qu'ils savent qu'au 148e jour, cet iceberg s'est divisé en 3 fragments appelés de manière imagée A76A, A76B et A76C. Les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais ils sont basés sur le quadrant de l'Antarctique dans lequel ils ont été aperçus pour la première fois. Si ces énormes morceaux se brisent complètement, ils ne contribueront pas à l'élévation du niveau des mers, car ils faisaient déjà partie de la plateforme de glace flottante. Imagine ces morceaux de glace dans ton verre. Ils prennent déjà une certaine quantité d'espace. Ils vont simplement se transformer en eau. Les icebergs comme celui-ci sont différents des glaciers ou des couches de glace que l'on trouve sur Terre. Ce sont ces derniers qui contribuent à élever le niveau des mers lorsqu'ils se détachent et fondent. Par exemple, si l'ensemble de la calotte glaciaire de l'Antarctique fondait, cela pourrait faire monter le niveau des mers de près de 18 mètres. Si tu penses que le A76 est énorme, et il l'est clairement, il y en a un autre qui le fait paraître petit en comparaison. Dans les archives, le plus grand iceberg a été aperçu en novembre 1956 à 240 km à l'ouest de l'île Scott, dans l'océan Pacifique Sud. Ironiquement, il a été vu par un navire connu sous le nom de USS Glacier. Il avait une taille de plus de 31 000 km². Cet iceberg était plus grand que la Belgique. Ce qui peut arriver aux morceaux de l'A76 dépendra de quelques facteurs. Les courants océaniques peuvent avoir un impact significatif, de même que la direction et la vitesse du vent. Ils peuvent se rapprocher des côtes ou ils peuvent geler pour former une banquise. Ils peuvent également dériver vers des eaux peu profondes et toucher le fond marin, ce que l'on appelle le gougeage du fond marin. La partie la plus profonde de l'iceberg peut agir comme la quille d'un bateau. Elle s'enfonce dans le fond de l'océan et sa propre taille le fait avancer. Bientôt, il déchire le fond, créant un long et étroit sillon ou une gouge. Les poissons se disperseraient, la terre tremblerait, le bruit serait énorme. C'est un fait assez commun dans les environnements du large, près des endroits où se trouve la glace. Tu ne voudrais pas être en train de faire de la plongée à proximité quand l'un de ces phénomènes se produit. Cependant, ce serait une vue spectaculaire. En général, les icebergs se détériorent en fondant et en se fracturant, ce qui, comme tu peux l'imaginer, modifie leur masse et leur surface. Combiné au vent et au courant marin, cela peut rendre difficile la simulation des icebergs. En ce qui concerne le A76, nous devrons attendre et voir. Avant de partir, revenons à notre voyage imaginaire dans la Manche. L'île de glace, 73 fois plus grande que Manhattan, avec son gigantesque doigt gelé pointé vers la mer Celtique, avance sans cesse, sans pouvoir être arrêtée. Des centaines de milliers de personnes ont afflué sur les côtes d'Angleterre et de France pour assister à ce spectacle extraordinaire.
Au sommet de la glace, des milliers de pingouins jouent joyeusement. Ils semblent presque saluer les nombreux spectateurs qui les encouragent à poursuivre leur chemin. Les enfants sautent de joie devant le spectacle le plus impressionnant qu'ils aient jamais vu.